Comment?
Monsieur le ministre, Monsieur le recteur de Paris, Madame la secrétaire générale, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs et délégués, Madame la doyenne générale de l'Inspection générale de l'éducation nationale, Monsieur le chef du service de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, Madame l'inspectrice, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, Mesdames et Messieurs et chers élèves. D'abord, bravo pour ces magnifiques chants, cette Marseillaise splendide que vous avez chantée et ces chants que nous venons d'entendre et que nous allons entendre, qui sont d'une certaine façon la meilleure façon de célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Nous sommes réunis aujourd'hui pour cela et dimanche, les représentants de 80 nations se réuniront pour célébrer l'esprit de paix et faire en sorte que cet esprit de paix préside aux relations entre les nations. Les délégations se tiendront sur la place de l'Étoile, à l'endroit même où, en 1919, notre armée victorieuse défila. Jamais un arc de triomphe ne porta aussi bien son nom, car l'armée de citoyens qui défila sous ses arches était celle qui, pendant 4 ans, au prix de sacrifices immenses et d'un courage absolu, défendit notre patrie. Les hommes qui défilèrent n'étaient pas des guerriers issus de je ne sais quelle mythologie antique où les superlatifs voisinent toujours avec l'emphase. Non, les 7 800 000 hommes qui formèrent l'armée de France étaient des hommes ordinaires qui avaient quitté femmes et enfants, labours et usines, laboratoires et bibliothèques pour se battre au péril de leur vie. Ils furent nombreux à la perdre pour défendre des valeurs auxquelles nous croyons toujours plus fermement, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ces valeurs avaient été arrachées de haute lutte à l'obscurantisme par leurs pères. Il était venu le temps pour eux de continuer ce combat, car rien n'est pire pour un peuple que de perdre sa liberté. Et sous les arches de l'Arc de Triomphe passèrent ainsi un nombre considérable d'instituteurs, de professeurs, de membres de notre ministère. Les nombreux noms inscrits sur les plaques que nous venons de fleurir avec Gabriel Attal en témoignent. Tous les monuments aux morts des villes et villages gardent les traces du tribut que notre maison a payé pour défendre vaillamment la nation en danger. Ce long cortège de soldats qui défilait dans Paris fut le visage de la République. Alliée aux grandes démocraties, elle venait de remporter une victoire décisive contre les régimes autoritaires et imposer partout sur le continent le droit des peuples à se gouverner. Dans cette action, le rôle de la France fut capital. Car en dépit de tout, et durant 4 ans de massacre, la France tint bon. Et cela, nous le devons au peuple français tout entier, à sa ténacité, à son esprit d'abnégation, à l'arrière comme au front, aux femmes comme aux hommes, de métropole, d'outre-mer et des colonies. À ceux de 14, comme l'écrit si bien Maurice Genevoix, nous devons donc gratitude et reconnaissance. Car, selon lui, en eux vit une force d'âme qui ne faiblira point. Nous sommes aujourd'hui cette force d'âme. Ce récit, et tous ces récits qui furent alors publiés sur l'expérience de guerre, nous ont en effet appris une chose essentielle. La liberté et la paix sont les biens les plus précieux des peuples. Et à ce titre, le président de la République, vous le savez, a décidé de faire entrer Maurice Genevoix au Panthéon. La famille Genevoix témoigne plus que toutes les autres de la persistance des périls. Car comment Maurice Genevoix, blessé en mai 1915,
Pouvait-il deviner que son gendre, Bernard Maris, 100 ans plus tard, le 15 janvier 2015, allait mourir sous les balles de terroristes téléguidés par des groupes étrangers que par ailleurs notre armée affronte toujours aujourd'hui? Entre ceux de 14, comme disait Maurice Genevoix, et ceux que nous pouvons appeler ceux de Charlie Hebdo, dont l'épreuve est si magistralement décrite dans le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau. Il y a cette même conscience de la fragilité de la liberté, et donc de la paix, qui n'est jamais acquise, et qui se gagne en luttant avec résolution contre les forces hostiles, avec cette force d'âme dont parlait Maurice Genevoix. En 1918, les enfants nés avec le siècle avaient 18 ans. Et légitimement, ils pouvaient se demander si ce XXe siècle, après cette boucherie internationale, allait être pour eux ce que fut le XIXe siècle, ce siècle où le progrès, la raison, la science et les combats démocratiques apportèrent aux Français une amélioration de leur vie matérielle et intellectuelle. Dans une lettre désespérée à son ami Stefan Zweig, Romain Rolland s'interrogeait en 1914 sur ce qu'il pouvait advenir de ce monde après qu'auront passé, selon ses termes, ces cyclones de haine. Que restera-t-il de notre Europe, continuait-il d'écrire. Je ne sais en dehors de nous, mais je sais qu'il restera nous et qu'il s'agit de sauver en nous l'esprit européen. Cet esprit européen que nous partageons, venu du fond des âges, c'est le respect de la vie humaine, le respect des libertés fondamentales et du principe de solidarité entre les êtres humains. Il fallut que cet esprit européen courût le risque d'une mort définitive durant le second conflit mondial pour que ceux qui n'avaient eu de cesse de porter cet idéal dans la nuit du fascisme, une fois ce dernier vaincu, se rassemblent et fondent l'Europe. Pendant 70 ans, cette Europe du savoir, des valeurs humanistes, cette Europe du commerce, cette Europe politique a donné à notre continent paix et prospérité. À l'échelle de l'histoire, c'est assez inédit pour être souligné. Et c'est assez remarquable pour ne pas traiter avec désinvolture le legs des pères fondateurs de l'Europe. Certains feignent de l'oublier. Certains considèrent que la paix est une donnée intangible. D'autres, pour de petits calculs peu avouables, agitent les peurs et les égoïsmes. Et ils poussent au repli national, sans jamais dire le prix que l'Europe a payé à ses pulsions agressives et négatives. Nous sommes maintenant en 2018. Les enfants nés avec le siècle ont de nouveau 18 ans. Et la jeunesse d'aujourd'hui se pose la même question. De quoi le siècle qui s'ouvre sera-t-il le nom ? En réalité, tout dépend de nous, bien sûr, et de notre capacité à nous rassembler autour des valeurs qui sont les nôtres. Cet humanisme du XXIe siècle, il nous faut l'inventer, et il ne trouvera pas sa sève en dehors de nous, mais en nous, dans nos héritages les plus profonds et dans notre faculté à les reformuler pour faire face aux enjeux de demain dans un monde totalement nouveau. C'est toute la cohérence du projet de notre ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est la cohérence de votre travail au quotidien. Savoir, valeur, engagement sont les trois choses que nous devons à notre jeunesse. Aujourd'hui, les jeunes ont accès à beaucoup de choses, au risque parfois de s'égarer dans la vacuité du loisir et de la consommation. Mais ce que les jeunes veulent profondément, c'est qu'on leur fasse confiance, en leur permettant de s'engager pour construire le monde qu'ils veulent. Des droits et le marché ne font pas un destin collectif. Il faut autre chose. Cette autre chose, c'est la fraternité, cette communion de destin que notre devise dit si bien. Notre jeunesse est avide de faire et d'entreprendre. Elle veut s'engager pour créer un monde plus juste, plus respectueux de l'environnement, un monde tout simplement plus humain. Ici, dans ce ministère, nous créons cet avenir avec eux, en leur donnant la possibilité d'être acteurs de leur destin, en croyant fermement à cette conscience européenne dont parle Romain Rolland. Car c'est avec nos voisins européens que nous trouverons une solution aux défis écologiques. Et c'est avec nos voisins européens que nous serons en capacité d'investir massivement pour continuer à faire du continent un espace d'intelligence, d'innovation, de prospérité, de souveraineté.
C'est pourquoi il est si important de préparer notre jeunesse à vivre cette dimension européenne, en transmettant un savoir ample et rigoureux, notamment dans sa dimension historique, en lui permettant de parler les langues européennes, en leur offrant la possibilité de voyager et de travailler. Et ainsi, nous développerons une conscience européenne, qui est bien sûr le complément de notre conscience française. Ceci permettra de chasser de notre continent la discorde et la guerre. La conscience européenne, c'est bien sûr aussi la lucidité à l'égard de ceux qui contestent notre modèle de civilisation. Nous devons toujours nous mettre en capacité de les affronter, de les dépasser. La faiblesse est le véritable ennemi de la liberté. Demain, le président de la République et la chancelière d'Allemagne se donnent rendez-vous dans la clairière de Rotonde, théâtre d'humiliation respective entre nos deux peuples, pour célébrer l'amitié franco-allemande. L'acte est éminemment symbolique et il est essentiel, car il dit ce que nous voulons pour notre continent. Je sais intimement que notre jeunesse sera à la hauteur de cette espérance que nous avons en elle. Pour cela, ce ministère fera tout pour lui donner les moyens d'agir avec discernement et ambition afin de construire un XXIe siècle de paix, d'audace, de liberté, pour qu'il soit le siècle d'une Europe puissante et fière de son modèle de civilisation. Et c'est pour cela que nous devons transmettre et des savoirs et des valeurs. Oui, je crois profondément à la capacité de notre jeunesse à ne pas recommencer les erreurs du passé et à faire vivre cet idéal de paix, cet idéal d'amour de notre pays et du genre humain. Il n'est rien sans la liberté qui nécessite clairvoyance, esprit de résolution, esprit de confiance dans un avenir qui sera ce que nous avons su en faire. Je vous remercie.
Merci à vous tous. Merci beaucoup.